donc, très brièvement, je me présente, je suis naturopathe comme un certain nombre d'entre vous. J'ai été formée à l'ISUPNAT, voilà, avec le cursus classique, agrégé Omnes, FENA. Et puis, en plus, en parallèle, j'ai suivi ce cursus à l'ISUPNAT de la Fédération francophone Jeunes et Randonnée. Donc, comme tous les gens qui ont suivi ce cursus, eh bien, il a fallu que je passe mon petit diplôme, mon petit brevet d'accompagnatrice de randonnée. Et voilà. Et comme beaucoup de naturaux, de naturopathes, eh bien, en permanence, je suis en formation sur un tas de sujets qui m'intéressent beaucoup. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble sur cette question de la détox, c'est principalement le jeûne intermittent, la monodiète et le jeûne d'une semaine. Le jeûne d'une semaine est celui vraiment dont je m'occupe, puisque j'ai créé un centre où les gens viennent faire des jeûnes à 2 heures de Paris. Mais je ne voulais pas non plus, je n'aurais pas trouvé ça honnête de parler de détox et de ne pas vous parler de la détox hépatique et des autres nettoyages de nos organes. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir chacune de ces détox, il y a une question qu'il faut quand même toujours se poser et qu'on nous pose souvent à nous les naturopathes, c'est mais madame, mais pourquoi faire une détox? Et là, il faut quand même toujours essayer de rappeler aux gens quelque chose qu'ils oublient, une évidence qui est qu'on est dans un environnement bourré de toxines et on a à la fois des toxiques exogènes, je dis bien toxiques, qui sont aussi bien les perturbateurs endocriniens que les polluants, que tous les additifs qui sont dans l'air, toutes les particules fines, mais aussi ce qu'on met sur notre peau, bien sûr, les produits d'entretien, les produits de cosmétiques, les produits de maquillage, les produits de soins, mais aussi les produits de nettoyage quand on range notre appart, notre maison. Bon. Donc, tout ça crée un gigantesque nuage de toxiques autour de nous. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les toxines endogènes, donc, qui sont à l'intérieur de notre organisme, qui sont parce qu'elles ont été produites par notre organisme ou parce qu'elles y sont venues. Donc, c'est les parasites qu'on oublie souvent, hein, mais c'est important. Les parasites, les champignons type Candida albicans, qui donnent, pour ceux qui ne sont pas naturopathes, eh ben, qui donnent entre autres les mycoses, les pulsions de sucre, etc. Il y a les bactéries pathogènes qui sont produites par une flore déséquilibrée, c'est-à-dire par une dysbiose. Et puis, il y a les ferments lactiques, je vous en ai mis quelques-uns, les ferments lactiques, pardon, les acides lactiques, excusez-moi, qui sont produits par les muscles, les radicaux libres qui sont issus du métabolisme cellulaire. Bref, il y a tout un tas de toxines qui sont produites naturellement par notre organisme et dont on n'a pas conscience et qui nous fatiguent et qui nous encrassent. À cela s'ajoute, parmi les toxines qui sont à la fois et exogènes et qui deviennent endogènes, c'est notre alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, on oublie souvent notre alimentation est une des premières sources de production de toxines parce que cette alimentation, pour peu que, de par ses particularités, et on a chacun un type d'alimentation, eh bien, elles vont produire un certain nombre de déchets. Alors, par exemple, il y a des déchets acides. Alors, les déchets acides, ils sont produits par les viandes, ils sont produits par les produits laitiers, ils sont produits par les fruits, ils sont produits par tout ce qui est thé, tabac, café. Par le stress, eh bien, tous ces déchets acides, tous ces aliments ou ce comportement quand c'est du stress, ils vont provoquer, ils vont produire, ils vont être transformés en déchets acides qui vont acidifier notre organisme. Et là aussi, qu'il va falloir absolument éliminer, soit par les monctoires reins, soit par la peau avec nos glandes sudoripares, c'est-à-dire les glandes qui assurent la transpiration, soit aussi l'acide carbonique qui est à chaque expire, qui est expiré, donc recraché par nos poumons. Ça, ces déchets acides, c'est un peu une plaie, notamment chez tous les gens de tempérament respiratoire. Voilà, en vieillissant, on le sait tous. Et ces déchets acides, c'est tout ce qui va donner l'arthrite, les rhumatismes. Voilà.
Et puis, il y a un deuxième type de déchets qui provient, là encore, de notre alimentation, ce sont les cols, qu'on appelle aussi dans notre jargon les mucosités, et qui, elles, proviennent plus des céréales, des sucres, des lipides. Et ces cols, il faut absolument les éliminer quand il y en a trop. Et ça, c'est le boulot, si je puis dire, des glandes sébacées. C'est les glandes qui justement provoquent l'acné, par exemple. Voilà, donc il faut sortir ces mucosités soit par les glandes sébacées, soit par nos intestins, soit par la bile qui est produite par le foie. Voilà. Ah, ça recommence. Décidément. Je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup. OK. Donc, pour toutes ces raisons, il faut qu'on se nettoie souvent. Et là aussi, les gens l'oublient. Avant même, je vous dis, de parler de monodiète, de jeûne intermittent, il faut se nettoyer. Et donc, dans ce nettoyage, pour moi, selon moi, il y a un incontournable, c'est la cure hépatique, qui est vraiment une nécessité. Et je pourrais d'ailleurs vous donner les sources. J'ai retrouvé une étude récente qui montre que dans des tissus adipeux, qui sont les tissus qui, par excellence, stockent les toxines dans le corps humain, il y a une récente étude qui montre qu'il y a eu 700 substances chimiques qui ont été différentes, qui ont été trouvées dans les tissus adipeux, ce qui est juste invraisemblable. Et quand je vous parlais tout à l'heure de nuages de toxiques et de toxines, ce n'est pas un vain mot. Alors, à côté de ce nettoyage hépatique qui peut être fait à certains moments privilégiés des saisons et qui se fait avec du desmodium, du chardon-marie, de l'artichaut, donc des plantes, il y a d'autres nettoyages à faire auxquels on ne pense pas forcément. Il y a le nettoyage intestinal qu'il faut faire régulièrement avec des extraits de pépins de pamplemousse ou de l'origan ou du charbon végétal. Il y a le nettoyage rénal qu'il ne faut pas oublier non plus, avec la fameuse cure de jus de bouleau au printemps. Ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Il y a le nettoyage cutané par les saunas, par les massages. Et d'une façon générale, il y a à relancer les émonctoires. Et dès qu'on relance nos émonctoires, c'est-à-dire poumons, foie, intestin, et peau, eh bien, c'est vrai que quand on relance les émonctoires, on élimine les toxines. Et on relance les émonctoires par des massages, par la réflexologie, par du drainage lymphatique, voilà. Et puis, il y a un autre nettoyage qu'il ne faut pas oublier, qui est le nettoyage de l'âme, parce qu'on parle toujours de la détox, mais la détox, ça n'est pas seulement une détox physiologique, c'est ce que j'explique beaucoup aux jeûneurs qui viennent chez nous. La détox, c'est aussi une détox de l'âme, de notre mental et de notre émotionnel. C'est vraiment une dimension fondamentale. Voilà. Et donc, à ces prises en charge, j'allais dire saisonnières, que tout à chacun peut faire tout seul chez lui, avec des plantes, ou, comme je vous l'ai indiqué, par des techniques, massage et autres, sauna. Cette prise en charge saisonnière s'ajoutent donc, selon moi, 3 grands types de détox qu'on va voir maintenant. Voilà, qui sont donc la monodiète, jeûne intermittent et jeûne de 7 jours. Alors, la détox, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne s'adresse pas à tout le monde. La détox, en tout cas les 3 détox dont je vais vous parler maintenant, elles ne peuvent être faites que si déjà le sujet a une énergie vitale suffisante. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est complètement épuisé, qui est au bout du rouleau, qui est en train de basculer dans la déprime, voire la dépression, qui est extrêmement stressé, que l'on sent, par exemple, nous, on en a en cabinet, où on se dit, quand ils repartent, mon Dieu, il n'est pas loin du burn-out. Là, c'est même pas la peine de parler de détox pour cette personne-là. On ne la met même, on la met pas en monodiète, on ne lui parle pas de jeûne intermittent, ni encore moins de jeûne de 7 jours. Par contre, une fois que cette personne aura rechargé son énergie vitale, on commencera par le foie et puis après le rein avec ces fameux nettoyages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, première condition, pour faire de la détox, il faut avoir une bonne énergie vitale.
Deuxièmement, c'est une évidence, comme il y a beaucoup de toxines à nettoyer et que la détox va en plus rajouter des toxines dans notre sang, va les remettre en circulation pour qu'elles soient éliminées, il y a la deuxième condition absolument essentielle, c'est que les émonctoires fonctionnent. Alors, ça paraît évident, ça l'est pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de transit. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent plus respirer. Les gens ne se servent plus de leur glande sudoripare, donc ils ne transpirent plus. Donc, en clair, rien qu'avec ces 3 exemples que je vous ai donnés, ça correspond à 3 émonctoires qui fonctionnent insuffisamment. Donc, il faut remettre les émonctoires en fonctionnement avant de mettre les gens en détox ou avant que les gens choisissent de faire une détox. Voilà, et donc selon l'énergie vitale en présence, et ça, la personne est tout à fait capable de sentir, et puis son naturopathe peut l'aider à évaluer son énergie vitale, il est là pour ça. Et bien, selon son niveau d'énergie vitale, la personne choisira tel ou tel type de détox. Voilà. Alors, qu'il s'agisse de monodiète, de jeûne ou de jeûne intermittent, à chaque fois, il y a 3 principes pour, j'allais dire pour garantir. En tout cas, il y a 3 principes à suivre pour que cette détox soit la plus réussie possible. D'abord, c'est évident, mais enfin, je le rappelle, une détox, qui dit détox, dit que l'on réduit ou qu'on supprime les apports alimentaires. Sinon, il n'y a pas de détox. Si on ne coupe pas le robinet, eh bien, en tout cas, si on ne le réduit pas, ça ne s'appelle pas une détox. Ensuite, évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut ouvrir les émonctoires, donc on les stimule. Les gens refont des efforts pour respirer, on relance son transit avant de faire sa détox. Voilà, on essaye de faire du sauna pour pouvoir transpirer. Et puis, condition que oublient beaucoup les gens, c'est que pour qu'une détox réussisse, il faut se reposer. Et il y a énormément de gens qui font tout seuls des détox et qui continuent à mener leur vie quotidienne, y compris d'aller bosser. Et franchement, je pense que c'est une grosse erreur. Pour qu'une détox soit réussie, il faut se reposer parce qu'il y a quelque chose de fondamental pour que le corps se nettoie. Il a besoin de beaucoup d'énergie. Et donc, ce n'est pas le moment d'aller l'épuiser en faisant plein de sport ou en allant bosser ou en se mettant dans des situations de stress qui vont consommer notre énergie. Notre énergie en détox, elle est polarisée, focalisée sur la détox, enfin, le nettoyage de toutes ces toxines. Alors, on va commencer par le jeûne intermittent. On va rentrer dans le vif du sujet. Bon, un jeûne intermittent, vous le savez, je pense pour la plupart d'entre vous, c'est un repos digestif qui est d'au moins 16 heures. Il s'adresse à qui? À des gens qui ont envie souvent de réguler leur poids, qui par exemple ont fait une réforme d'hygiène de vie, qui ont perdu du poids et puis qui ont envie vraiment de stabiliser leur poids. Donc ils se disent, bon, comment je fais? Dès que je fais un écart, je reprends du poids, hop, ok, on arrête de se prendre la tête. On regarde si on a faim le matin. La plupart des gens n'ont pas faim au petit déjeuner. Et quand ils n'ont pas faim, c'est l'occasion idéale de se dire, puisque je n'ai pas faim, je ne mange pas et je vais apprendre à faire un repos, un jeûne intermittent. Voilà. Il y a des gens aussi qui le font, qui choisissent cette formule, pas tous les jours, mais 1 ou 2 fois par semaine, quand ils sont, par exemple, après un week-end ou après un lendemain d'un dîner avec des potes où ils ont trop bu, trop mangé, voilà. Plutôt que d'accumuler les quelques 100 grammes en trop qui vont finir par devenir des kilos, eh bien, ils disent, OK, demain, je fais un jeûne intermittent, 16 heures de repos digestif. Voilà. Et d'une façon générale, c'est globalement, ce que je remarque, c'est que les gens qui font du jeûne de 16 heures, au moins 16 heures, c'est des gens qui veulent non pas tout contrôler, mais ils veulent reprendre le contrôle sur leur poids. Ils ne veulent pas laisser filer. Ils en ont marre de laisser filer et ils voient dans le jeûne intermittent un outil de contrôle. Et d'ailleurs, ils ont raison parce que ça marche très bien. Les contre-indications, moi personnellement, je n'en connais pas, excepté si quelqu'un, ce que je vous ai dit tout à l'heure, est vraiment beaucoup trop faible, mais même quelqu'un même quelqu'un de mince, de très mince, peut faire un jeûne intermittent pour se nettoyer et laisser à son métabolisme le temps de faire autre chose que de digérer. Alors quand
Là, c'est vraiment à la carte, hein, à chacune et chacun de choisir. Beaucoup de gens choisissent le jeûne intermittent le lundi, d'autres, je vous le disais, une ou plusieurs fois par semaine et d'autres tous les jours. Voilà. Alors, le jeûne, excusez-moi, la monodiète, voilà. La monodiète, elle, c'est une autre forme de détox. Elle consiste en un seul aliment, en quantité libre et raisonnée, ça c'est important, que l'on prend pendant 24 heures, mais il y a des gens qui font des monodiètes, il faut le savoir, sur plusieurs semaines. Personnellement, je ne partage absolument pas cet avis. Jamais j'ai conseillé, moi, de faire ça. Mais par contre, il m'est arrivé au centre de détox, juste pour la petite anecdote, certaines personnes qui avaient un IMC trop faible, donc qui étaient trop maigres et qui voulaient absolument faire une semaine de jeûne, bah, je les ai mises comme on a l'habitude de le faire à la FFJR en monodiète. Voilà. Et on choisit ensemble l'aliment, mais il faut qu'elle se tienne à cet aliment toute la semaine. Donc cet aliment, la durée d'une monodiète, pardon, ça peut être sur une journée, mais déjà une journée par semaine, je vous assure que ça aide beaucoup, vraiment beaucoup, à reprendre le contrôle de son poids. Et surtout, ça aide à arrêter de culpabiliser quand on a fait la fête, quand on a fait un bon dîner, qu'il a été bien arrosé, plutôt que d'être frustré, et ben, le lendemain, on se dit de façon monodiète. C'est aussi la monodiète, le lundi, une très bonne façon d'avoir profité de son week-end et de ne pas en garder les effets néfastes en termes de toxines et d'encrassement de l'organisme. Elle s'adresse à qui? Je vous le disais tout à l'heure, souvent pour des gens soit donc dans le cadre du jeûne d'une semaine, qui ont un IMC un peu faible. Ça peut être aussi pour des gens qui n'ont pas beaucoup de vitalité. On ne va pas les mettre en jeûne de 7 jours, mais on leur dire de faire une monodiète une fois par semaine, ça peut être une très bonne idée. Parce que, je vous répète, on peut avoir peu de vitalité, avoir une énergie vitale faible, amoindrie et être bourré de toxines. Et d'ailleurs, en général, quand on a une énergie vitale qui n'est pas bonne, qui est faible, c'est parce qu'on est très encrassé. Mais ça, on ne le sait pas. Et puis, elle s'adresse aux gens qui sont sensibles au changement de saison, qui ont cette sensation après l'hiver de se sentir fatigué, éventuellement après l'été aussi fatigué parce que il y a eu les excès, tous les apéros, etc. Et ben là encore, la monodiète, ça peut être une très bonne façon, voilà, d'apporter un peu de repos digestif à son corps. Les effets, ce qui est formidable, c'est qu'avec la monodiète, il n'y a jamais de crise curative. Je reviendrai tout à l'heure sur la notion de crise curative avec le jeûne. Et ce qu'on peut dire, c'est que la monodiète agit vraiment comme le jeûne, mais en douceur. Et d'ailleurs, la monodiète sur 7 jours, je l'ai vu sur mes jeûneurs, les femmes perdent 3-4 kilos quand même. Hein. Voilà. Mais elles n'ont pas les effets secondaires du jeûne, ce qu'on appelle la crise curative. On y reviendra tout à l'heure. Alors, troisième type de détox, le jeûne. Le jeûne, c'est donc un processus d'auto-nettoyage sélectif de notre organisme qui, avec notamment un principe très important, c'est celui de l'autolyse. C'est un mécanisme qui va être stimulé. On va revenir sur ce qu'est l'autolyse. Mais déjà, il faut que vous sachiez que quand on jeûne, sur un jeûne de 7 jours, cette autolyse, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'organisme à aller chercher dans ses déchets et ses toxines sa nourriture, ce qui est quand même incroyable. On lui donne plus de nourriture et cette capacité d'autolyse fait que le corps, depuis Cro-Magnon, a été habitué avec les disettes, avec les famines, avec les hivers qui n'en finissaient plus et même avec l'arrivée de l'agriculture, les récoltes qui étaient mauvaises. Eh bien, le corps humain, le cerveau humain, cette capacité extraordinaire de pouvoir ne plus se nourrir et d'aller chercher son énergie à l'intérieur de ces déchets. Donc, cette autolyse, elle est stimulée pendant le jeûne par plusieurs techniques qu'il ne faut pas oublier, qui sont l'activité physique. C'est essentiel tous les jours. Et c'est pour ça que les gens qui jeûnent chez eux,
moi, ça me laisse toujours un peu pantois parce que c'est des gens qui très souvent ne font pas d'activité physique, alors qu'on sait qu'elle est essentielle pour favoriser l'autolyse. Le sauna est très conseillé aussi parce que eh bien, il permet d'éliminer des déchets et lui aussi stimule la peau. Donc, tout ce qui stimule les organes est bon pour l'autolyse. Et puis, il y a des purges, il y a des lavements. Ça, c'est ce qu'on fait quand on est dans un centre. Il y a des massages qui aident beaucoup. Il y a la réflexologie plantaire, palmaire. Voilà, il y a des techniques énergétiques. Il y a la sophrologie, la méditation, enfin, il y a tout un panel d'outils qui stimulent cette capacité qu'a notre corps à aller à produire de l'énergie à partir de ces déchets. Et puis, très important, oui, il ne faut pas que j'oublie, c'est que les émonctoires, ces techniques, elles sont d'autant plus importantes qu'il faut absolument, pendant un jeûne, stimuler les émonctoires, tout simplement parce que les émonctoires travaillent beaucoup. Il ne faut pas croire que le foie, par exemple, pendant un jeûne, mais il n'a pas une seconde de repos. Il n'arrête pas. Il y a plein de toxines qui sont dans le sang et il faut qu'ils traitent ces toxines. Voilà, les reins n'arrêtent pas de travailler, la peau travaille beaucoup, les poumons travaillent pendant le jeûne. Donc, toutes ces techniques aident à stimuler les émonctoires. Alors, donc comment fonctionne le jeûne? On l'a vu tout à l'heure, on ne va pas y revenir, l'autolyse. Hein. Donc, c'est cette capacité que le corps a à se nourrir de ses propres cellules malades ou déchets aussi. Et voilà, et il va aller chercher, une fois qu'il aura, si je puis dire, digérer, nettoyer, autophager les déchets qui traînent partout, eh bien, il s'attaquera aux graisses et c'est ce qui est très intéressant dans le jeûne et on va y revenir. Et dans sa capacité du corps à éliminer ces toxines, il y a une chose importante qu'il faut dire, c'est que ces toxines, elles peuvent être sous forme circulante dans le sang, elles peuvent être stockées, par exemple dans le foie, et elles peuvent être enquistées. Ça, c'est tout ce qu'on trouve, notamment les kystes. Des kystes, on en a partout, mais on en a dans les organes génitaux, on peut en avoir sous la peau, on peut en avoir dans des articulations. Voilà. Donc ça, l'autolyse, elle va aller chercher ces kystes qui sont considérés comme des déchets. Et d'ailleurs, sur le jeûne, les kystes donnent d'excellents résultats. Voilà. Donc, premier principe du fonctionnement du jeûne, on l'a vu, il y a l'autolyse. Deuxième principe absolument extraordinaire qui, moi, me fascine complètement, c'est la cétose. Alors, la cétose, elle se déroule en 3 étapes et elle se déroule toujours comme ça. En fait, quand on fait un jeûne de 7 jours, les sucres qui circulent en excès dans le sang sont d'abord utilisés. C'est les premiers à être utilisés. Ça va durer à peu près 24 heures et c'est la raison pour laquelle notre taux de glycémie, même chez des diabétiques, le taux de glycémie diminue, le taux de glycémie sanguin. Et puis, comme le corps déteste le déséquilibre, évidemment, il y a des systèmes de régulation qui font que on arrête le corps dit stop, on ne peut pas prendre tous les glucides qui sont dans le sang, évidemment, parce que sinon, tout l'équilibre du corps serait mis en danger. Donc, une fois que les sucres en excès circulant dans le sang sont utilisés, on passe à une deuxième étape où là, le corps va chercher, le foie va puiser dans sa réserve de glycogène ainsi que dans la réserve des muscles, puisque le glycogène est à la fois dans le foie et dans les muscles. Et ce glycogène va être transformé en glucose. Ça va donner là aussi une énergie rapide. Et globalement, ça dure un peu plus d'une journée, entre une journée, une à 2 journées. Donc, nous sommes à 3 jours là. Et le troisième jour du jeûne, et ça c'est vraiment incroyable, il y a la bascule dans la cétose. Donc là, le corps a cette capacité, via le foie, de transformer les triglycérides qui sont stockés dans les tissus adipeux. Il va les transformer en corps cétonique, qui est une toute autre forme d'énergie.
qui est une énergie lente, mais qui est durable. C'est un peu comme si notre corps avait cette capacité de travailler de fonctionner avec deux carburants différents. Et ça, il faut quand même se dire que les gens qui n'ont jamais fait de jeûne, en fait, n'ont jamais produit, ne sont jamais passés en cétose. On passe en cétose quand on expérimente le jeûne. Et c'est vrai que le premier jeûne, de ce point de vue-là, est quelque chose d'assez extraordinaire parce on voit qu'il se passe vraiment quelque chose. Et c'est d'ailleurs le troisième jour qui a le plus éventuellement d'effets secondaires, en tout cas de choses qui ne sont pas forcément hyper agréables, mais qui ne durent pas longtemps et qui sont des manifestations de cette bascule dans l'acétose. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette énergie qui est très importante, hein, parce qu'on a beaucoup de réserves de graisse, quelle que soit notre morphologie, je vous assure qu'il y a des kilos à prendre, donc ça va. Et donc, cette énergie, elle a une particularité, c'est qu'elle est très lente. Et d'ailleurs, les gens, le troisième jour, au centre, quand ils marchent, on voit bien, ils marchent plus lentement, ils parlent plus lentement. Moi, je leur demande toujours le matin de se lever lentement, parce qu'on peut avoir un peu des vertiges. Enfin bref, on marche, on est un peu au ralenti, le temps que le corps s'adapte à ce nouveau carburant qui s'appelle les corps cétoniques. Voilà. Alors, je vous ai mis ce petit slide parce que c'est une question qu'on me pose souvent en jeûne au moment de la cétose. Mais alors, si le corps va chercher les triglycérides qui sont stockés dans les lipides, dans les tissus adipeux, pardon. D'ailleurs, parenthèse, en allant chercher les triglycérides en même temps, comme les tissus adipeux sont la première réserve de toxines du corps, quand ces triglycérides sortent, ils sortent aussi avec beaucoup de toxines. Et c'est ce qui est très intéressant. Mais beaucoup de gens me disent, mais alors on peut perdre combien? C'est quoi un jeûne? 7 jours? Qu'est-ce que vous pouvez me garantir? Non, moi, je ne garantis rien du tout. Il n'y a pas deux corps semblables et il n'y a pas deux jeûnes chez une même personne qui se ressemblent. On perd du poids, mais on ne sait pas combien, on va dire que c'est entre 3 et 6 kilos chez une femme. Mais en moyenne, la FFJR et puis il y a des chercheurs qui travaillent sur le jeûne, ils estiment qu'en tout cas, on perd entre 200 à 250 grammes de graisse par jour. Je dis bien de graisse. Voilà. Voilà. Je regarde si je n'ai pas oublié. Oui, je vous ai mis cette expression, mais que je trouve intéressante en vert. Nos cellules, telles des moteurs hybrides, se mettent à utiliser les corps cétoniques au lieu du glucose comme carburant. J'insiste, vous savez que tout ça, on l'a découvert notamment grâce à des études qui ont été menées sur les manchots empereurs qui font des jeûnes qui ne mangent pas pendant plus de 150 jours, ce qui est absolument incroyable, tout en parcourant des centaines de kilomètres sur l'Antarctique. Et c'est notamment un Français, Yvan Lemao, qui a travaillé sur ces manchots, qui a consacré sa vie aux manchots empereurs, qu'on a découvert cette extraordinaire capacité qu'ont ces grands oiseaux de l'Antarctique, mais que l'homme a aussi. Et je pense que évidemment, et ça, tous les chercheurs en conviennent, hein, que cette capacité extraordinaire du corps à jeûner et à se passer très bien de nourriture pendant un certain laps de temps, c'est une de nos mémoires évidemment ancestrales qui date depuis de la préhistoire et qui, incroyable, s'est maintenue. Peut-être qu'un jour, ça nous servira beaucoup. Pas seulement pour les jeûnes de confort. Alors, que mange-t-on pendant le jeûne? Alors, déjà, très brièvement, sachez qu'en France, pour ceux qui ne sont pas naturopathes, le jeûne en France seul le jeûne bien-être est toléré. Je dis bien toléré. Le jeûne thérapeutique, comme il l'est en Allemagne ou dans d'autres, ou en Russie, où il est remboursé par la sécurité sociale, le jeûne thérapeutique en France, il est interdit. Seul le jeûne bien-être est toléré.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que c'est un jeûne qui s'adresse en fait à des gens globalement en bonne santé. Je dis bien globalement en bonne santé. On ne va pas jeûner en France pour se soigner. Si on veut se soigner, on va dans une clinique en Espagne ou en Suisse, des cliniques qui sont magnifiques, mais qui sont hors de prix, qui sont des centres tenus par des médecins, et notamment les centres Boehringer, voilà, qui ont été créés par Otto Boehringer et sa descendance. Et vous pouvez regarder sur Internet. Mais alors, je vous dis tout de suite que c'est vraiment pour des gens qui ont des pathologies lourdes et pour des gens également qui ont un budget très conséquent. Mais en France, heureusement, ce jeune bien-être toléré permet que, mine de rien, il y a quelques centaines de centres, à peu près 300, qui ont été ouverts. Alors, il y a un peu de tout, mais en tout cas, tous doivent se réclamer seulement du jeune bien-être. Si on vous dit autre chose, ce n'est pas honnête. Pendant ce jeûne, ces séjours de jeûne de 7 jours, là aussi, on nous pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'on mange? Alors, on mange rien. On mange rien, évidemment. Par contre, on boit. Et on boit 3 types de boissons. Et c'est vraiment intéressant de noter l'apport spécifique de chacune de ces boissons. Il y a les jus de fruits qui sont faits à l'extracteur de fruits, bien sûr, dans les centres dignes de ce nom, hein, parce que ce n'est pas des jus de fruits en briques, pas question, c'est des jus de fruits qui doivent être faits dans l'heure même avec un extracteur de fruits, et après on filtre, on enlève les pulpes. Et ce jus de fruits, c'est un shoot de vitamines. Et d'ailleurs, le matin, quand les jeûneurs se lèvent vers 7 heures et qu'ils prennent à 8 heures leur shoot de vitamines, c'est absolument incroyable. Ils peuvent avant avoir eu un peu d'hypotension, un peu de tachycardie ou un peu de nausée. À partir du moment où ils prennent leur jus de fruits, c'est un verre, eh bien, ça, voilà, ils sont repartis pour marcher 3 heures. Il y a les tisanes qui sont importantes, qui drainent les émonctoires. Alors moi, à la maison, dans notre centre, je fais très attention aux tisanes. Je les achète en Bretagne, chez un producteur bio, peu importe. Mais le choix des tisanes, on a des énormes bocaux comme ça. Et selon les jours, en fait, je choisis vraiment les tisanes en fonction des besoins de mes jeûneurs. Parce que selon les jours, les besoins ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'au début, il faut beaucoup soutenir le foie, le romarin. Donc, le romarin, je le mets quasiment tous les jours du jeûne. Mais au fur et à mesure qu'on avance, je vais mettre d'autres plantes, comme par exemple la livèche qui aide à déstocker l'eau dans les tissus. Je vais mettre de la menthe poivrée si je vois le 2e et 3e jour que les gens sont un peu flagadas. C'est très intéressant. Avec les tisanes, on peut jouer là aussi pour soutenir tel ou tel symptôme, enfin, gommer tel ou tel symptôme et puis soutenir tel ou tel émonctoire. Et là aussi, quand vous êtes chez vous, c'est plus compliqué à faire, à mon avis. Et puis, 3e boisson très importante, celle qui apporte les sels minéraux, qui nous permet de garder quand même un bon équilibre et de ne pas se vider complètement, de ne pas perdre tous nos sels minéraux. C'est le bouillon du soir qui est fait avec des légumes bio et filtrés, bien évidemment, et qu'on fait chaque jour. Et les jeûneurs ne boivent que le bouillon, à volonté. Enfin, on en a assez vite marre. En général, le 3e jour, on commence à plus du tout avoir envie du bouillon. Alors, pendant le jeûne, ce qui est intéressant aussi, pendant le jeûne, je répète, bien-être, en France, jeûne de 7 jours, qui s'inspire du jeûne Boehringer, qui a été mis au point par ce médecin allemand Otto Boehringer en Allemagne au début du XXe siècle, et qui est très charté. Donc, ce jeûne qui est pratiqué par la FFJR aussi, la Fédération francophone jeûne et randonnée, elle répond à plusieurs critères, à plusieurs principes. On doit boire, donc on l'a vu, 3 boissons. On doit pratiquer une activité physique, c'est essentiel. On ne se couche pas pendant le jeûne. Il y a des gens qui restent chez eux et qui se mettent sur un lit pendant 7 jours, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je ne comprends pas personnellement et je ne suis pas du tout une adepte de cette technique. Alors, c'est évidemment une activité douce. En fait, c'est la randonnée, c'est de la marche dont il s'agit. Pourquoi cette marche? Parce qu'à la fois, elle va mettre les émonctoires elle va stimuler nos émonctoires, elle va stimuler notre respiration
Et je vous ai dit que la respiration permettait d'éliminer les acides, notamment. Elle va permettre, du coup, le mouvement va permettre la mise en circulation des déchets, ça va aider à faire remonter notamment la circulation lymphatique, la circulation du retour. Et puis, cette marche, elle va nous permettre de bien nous oxygéner. Or, cet oxygène, il faut savoir que pour... Pardon? Ah, pour transformer une molécule de glucose pour fabriquer, pour transformer une molécule de glucose en 36 unités d'énergie, eh bien, il faut de l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, eh bien, une molécule de glucose ne se transforme qu'en 2 molécules d'énergie. Donc, on n'a pas du tout le même rendement. Donc, quelqu'un qui ne respire pas assez pendant son jeûne, en fait, ne produit pas assez d'énergie, énergie qui est absolument nécessaire à son métabolisme pour éliminer les toxines. Deuxième aspect de cet oxygène qu'on va chercher notamment dans la randonnée, dans l'activité physique douce, c'est qu'elle permet de brûler les graisses. Et ça, j'arrête pas de le répéter aux jeûneurs, c'est souvent quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que quand on jeûne, je vous ai mis les chiffres, ils sont absolument incroyables. Il faut 4 molécules d'oxygène pour brûler une molécule de glucose. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Mais quand on est en jeûne et qu'on est passé en cétose, il faut 27 molécules d'oxygène pour brûler une molécule de graisse. 27. Donc, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que votre corps n'est pas passé en cétose, à la limite, vous ne respirez pas très bien, c'est pas très grave. C'est dommage pour vous parce qu'autant profiter voilà, de la respiration pour éliminer les acides, mais c'est pas très grave. En revanche, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez que vos corps cétoniques, enfin que vos triglycérides soient transformés en corps cétoniques qui après vont se transformer en énergie, eh bien, on a absolument besoin de l'oxygène et de respirer. Je vous répète ce chiffre, 27 molécules d'oxygène pour brûler une molécule de graisse. Voilà. Enfin, autre aspect de l'activité physique, de la randonnée, elle désacidifie puisqu'elle permet de transpirer et d'expirer par la respiration, donc les acides sortent. Et puis, et c'est pas la moindre de ses qualités, l'activité physique permet d'informer le cerveau que nos muscles sont hyper importants pendant le jeûne. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens qui restent couchés, et j'en ai connu qui sont venus en jeûne et qui avaient fait chez eux des jeûnes où ils sont restés couchés parce qu'ils n'étaient pas bien, etc. Eh bien, le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, bon, bah, ok, cette masse musculaire, là, elle ne sert pas à grand-chose. Et du coup, quand on reste couché, on a beaucoup plus de risques d'avoir une fonte musculaire. Donc, c'est important pendant le jeûne, en bougeant, on informe le cerveau qu'il ne touche les muscles puisqu'on en a besoin. Alors, autre question qu'on me pose pendant le jeûne souvent, c'est quelles activités, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire pendant 7 jours? Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je réponds toujours, un jeûne, c'est le repos du corps, mais aussi de l'esprit. Donc, ça veut dire qu'on essaye de ne pas allumer son portable dans la journée. Déjà, par respect pour les autres, c'est la moindre des choses. En plus, c'est important, comme on est dans la nature, d'être connecté à la nature pour se reconnecter à soi-même et de profiter de toutes les endorphines naturelles qui sont sécrétées par les arbres, donc les phytoncides, etc. Donc, bref, on ne prend pas son portable et on regarde, on est dans la nature, on se fait des bains de forêt. Ensuite, les activités, pendant le jeûne, justement, on coupe avec ses habitudes. Et on se déconnecte du monde et de son monde extérieur habituel pour pouvoir aller se reconnecter à soi. Ça, c'est vraiment un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur qui est fondamental pendant le jeûne. Un jeûne réussi, ce n'est pas seulement un jeûne où on a perdu 5 kilos, c'est un jeûne où on est arrivé vraiment à faire ce retour sur soi qui est magnifique et qui, de jeûne en jeûne, nous amène toujours un peu plus loin sur le chemin de la connaissance de soi. Voilà. Et enfin, pendant le jeûne, c'est important. Il y a des centres qui ne respectent pas ça, mais moi, je trouve que c'est important, donc je vous l'ai mis. C'est la nécessité de faire silence. Alors, pas tout le temps. Les gens, il y a des moments, ils adorent parler,
Mais en tout cas, dans les randonnées, moi, je sais que j'ai instauré ça quotidiennement. Il y a toute une partie de la randonnée qui se fait en silence. Et en fait, les gens, ils adorent. Au début, ils disent: «Oh là là, mais pas parler». Bah oui, mais en fait, c'est super de ne pas parler. Puis quand on ne parle pas, eh ben, on entend la nature, on observe beaucoup plus de choses, on est beaucoup plus dans le ressenti de son corps aussi. Et tout ça fait partie du succès du jeûne. Pourquoi un jeûne en pleine nature? C'est aussi une question, alors pas qu'on me pose, mais que je vous ai mise parce que ça me permettait de partager avec vous vraiment un credo pour moi, qui est que la nature, c'est vraiment, enfin, c'est là d'où on vient. C'est là où on doit régulièrement aller se ressourcer quand on est fatigué, quand on manque d'énergie vitale, quand on a besoin de se revitaliser. Et la nature, c'est une façon de stimuler toutes ces forces d'auto-guérison. Donc, enfin, pour moi, il y a pas un environnement plus adéquat que un grand plongeon dans la nature pour retrouver, pour jeûner et aussi pour retrouver sa vitalité. Donc, la nature, c'est pourquoi un jeûne dans la nature, bah, pour se nettoyer, pour se régénérer, pour réparer ses cellules, puisque pendant que le corps jeûne, il répare de façon extraordinaire, puisqu'il n'a plus à digérer, toute l'énergie qu'il mettait dans la digestion, il la met entre autres à réparer, à nettoyer, à sélectionner. Voilà. Et je vous ai mis cette phrase que j'aime bien: la terre pour se relier, la détox pour se nettoyer. Voilà. Donc là, quand on fait un jeûne en pleine nature, on peut à la fois se relier et se nettoyer. Les images que je vous passe, là, c'est les images de la maison. Ça, c'est devant, ça, c'est le chemin devant la maison et à gauche, il y a l'étang et à droite, il y a la maison. Alors, la durée d'un jeûne, ça aussi, c'est important de le savoir avant de s'engager. Il ne suffit pas de dire: «Ah bah tiens, j'ai envie de faire un jeûne, je me sens fatiguée, j'en peux plus, je pars». OK. Moi, je dis toujours: un jeûne, ça se prépare. D'abord, il y a le jeûne de 7 jours, mais avant, il y a une descente alimentaire qui est absolument nécessaire pour réussir son jeûne. Cette descente, elle dure une semaine. Il y a donc il y a une liste bien établie hein, qu'on transmet à nos jeûneurs et pendant cette semaine de descente, eh ben, on supprime petit à petit un certain nombre, tous les aliments pour arriver solide, pour arriver à la fin, plus qu'à du liquide ou des soupes et plus qu'à des légumes et des fruits. Voilà. Et puis, après le jeûne de 7 jours, il y a une reprise qu'on établit sur 2 semaines, qui vont être la réintroduction progressive des aliments. Et cette reprise, là aussi, elle est essentielle. Si après un jeûne, j'allais dire, on bâcle et on se baffre et on se remplit d'abord, je vous dis tout de suite qu'on n'a pas envie du tout. Ce serait vraiment, mais il faut quand même, heureusement, on n'en a pas envie, notre corps n'en a pas envie, mais il y a des gens qui peuvent être tentés assez rapidement de faire ça parce qu'ils retombent dans des pulsions alimentaires qu'ils avaient avant. Les gens qui font ça sont des gens qui avaient déjà des comportements de pulsions très forts. Heureusement, maintenant, les gens sont vraiment sensibilisés au fait que pendant 2 semaines, ils gardent le contrôle de leur alimentation. Et de toute façon, quand on sort d'un jeûne, on est tellement bien qu'on a envie de garder ce contrôle. Et donc, petit à petit, on réintroduit les aliments et on commence toujours, évidemment, on a terminé par les légumes et les fruits et on recommence par les légumes et après les fruits et après les céréales et bien sûr, très rapidement, les bons omégas, c'est-à-dire les oméga 3, oméga 6 et oméga 9. Voilà. Donc, au total, il faut quand même bien être conscient que ce grand reset, c'est 4 semaines de réforme alimentaire. Et 4 semaines, en fait, c'est bien plus que les 21 jours nécessaires pour inscrire dans notre cerveau des nouvelles habitudes. Donc, voilà, 4 semaines, croyez-moi, après, vous n'avez plus envie de retourner à vos défauts précédents et à vos déséquilibres alimentaires précédents. Alors, le jeûne s'adresse à qui très vite? Il s'adresse aux personnes en bonne santé, puisque je vous ai dit que le jeûne thérapeutique était interdit en France. Donc, officiellement, il s'adresse aux personnes en bonne santé, qui ont un indice de masse corporelle, on va dire, dans la moyenne. S'il est trop bas, on ne prend pas les gens en jeûne, ils sont en monodiète. S'il est vraiment au-dessus,
il faut interroger la personne pour savoir si, quel traitement médical elle a, etc., et si elle n'a pas trop de pathologies liées à son surpoids. Il faut que ce soit des gens qui ne soient pas en traitement médicamenteux lourd, évidemment, qui s'engagent à respecter le protocole. Donc, ça veut dire que quand on s'inscrit dans un centre de jeûne, on signe une sorte de charte qu'on s'engage à respecter, qui est la charte de la FFJR et qui globalement donc, dit que on sait qu'il y a une descente alimentaire, il y a une reprise, etc. Voilà. Elle s'adresse à tous ceux qui, dans leur vie, veulent faire une pause pour se ressourcer mentalement, émotionnellement, après un choc. Après, il y a des gens qui viennent après un divorce, après un licenciement, après, voilà. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont juste fatigués. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent un repos digestif, parce qu'ils sont en surpoids. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent se détoxifier. Ils sont conscients qu'ils sont vraiment mais encrassés. Et puis, il y a des gens aussi qui veulent essayer absolument de ralentir, voire de mettre un break dans leurs addictions éventuelles. Et les addictions, alors je ne parle pas des addictions les plus graves, on va parler des plus légères, mais elles sont réelles. Il y a l'addiction au sucre, il y a l'addiction au tabac. D'ailleurs, le jeûne donne de très bons résultats sur l'arrêt du tabac et tout ce qui est grignotage, qui dépasse le sucre. Voilà. Et le jeûne, d'une façon générale, s'adresse à tous les gens qui veulent avancer sur le chemin de la santé. C'est certainement l'outil par excellence pour vraiment, à chaque fois, progresser sur ce chemin, aussi bien dans la dimension physiologique, physique que mentale et émotionnelle. Alors, les contre-indications, il faut quand même les avoir à l'esprit. Elles sont absolument non négociables. Les gens qui sont en hyperthyroïdie, les insuffisants rénaux, donc les gens qui sont greffés, les insuffisants hépatiques avancés, les femmes qui attendent un bébé, les femmes qui sont en cours d'allaitement, ça c'est une évidence, les affections coronariennes avancées, greffe d'organes, je vous l'ai dit, les ulcères de l'estomac ou de l'intestin grêle, le diabète de type 1, pas le diabète de type 2, mais le diabète de type 1, on ne peut pas les prendre, il faut qu'ils aillent en clinique, le décollement de la rétine, les maladies tumorales, sclérose en plaques et tout ce qui est dépression et burn-out en cours. Le décollement de la rétine, je fais une petite parenthèse, il y a quelques mois, j'ai pris quelqu'un qui avait un décollement de la rétine. Je lui ai dit, OK, tu veux faire un jeûne, moi, je ne peux pas te prendre en jeûne. Par contre, je te prends en monodiète. J'ai pris cette personne en monodiète. Elle a perdu 4 kilos. Elle est revenue vraiment dans une forme extraordinaire. Elle s'est nettoyée. Et moi, j'étais contente parce que je me suis dit, OK, voilà, je lui ai trouvé la formule qui lui convient. Elle va revenir cette année. Mais en tout cas, pour elle, le jeûne, c'est no way. Là, ces contre-indications que je vous ai mises, ce n'est pas moi, hein, bien sûr, qui les ai déterminées. Ça a été repris par la FFJR et c'est surtout ce qui a été mis au point par les médecins du jeûne Boehringer dont s'inspire le jeûne français. Voilà. Et on peut le retrouver dans l'art de jeûner, qui pour moi est un des ouvrages de référence sur le jeûne. Alors, les résultats d'un jeûne. Si vous venez jeûner, si vous allez jeûner dans un centre, quels sont les résultats? Il y en a, ils sont multiples et j'allais dire d'un jeûne à l'autre et d'une personne à l'autre, je vous l'ai dit, ils seront différents. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ça, c'est une certitude, c'est on retrouve une énergie durablement, une vraie énergie vitale. C'est une énergie qui est très profonde. Et ça, c'est une expérience qu'on fait dès son premier jeûne. On retrouve un cerveau complètement régénéré, beaucoup plus clair, des idées beaucoup plus claires, un esprit qui est plus rapide, qui est plus synthétique. Ça s'explique tout à fait parce que le cerveau a aussi été complètement nettoyé pendant le jeûne. Il y a évidemment une perte de poids, on l'a vu. Ce qui est spectaculaire, c'est les gens qui ont des inflammations, des inflammations, les gens qui sont inflammations aux mains, aux articulations, qui ont de tous les maux en it. C'est vrai que là, le jeûne est extraordinaire. En général, on n'a plus de douleur, aux mains, par exemple. Les gens qui souffrent d'allergies, ça c'est une vraie pause, le jeûne. Les gens, donc je vous l'ai dit, les douleurs articulaires et musculaires. On retrouve très souvent des taux de sucre, enfin pas très souvent, on retrouve un taux de sucre
d'insuline et de lipine qui est quasi normale, y compris pour les diabétiques de type 2. Donc, c'est très intéressant, d'autant qu'après, s'ils suivent, ils respectent la reprise alimentaire et qu'ils instaurent une bonne hygiène de vie, ça peut être une façon de ne pas avoir à prendre après à être polymédicamenté. Voilà. Quoi d'autre? Ça régule le transit intestinal. Beaucoup de gens retrouvent un vrai confort digestif et un transit qui est excellent, enfin, qui est régulier et quotidien. Ça renforce le système immunitaire et il y a de très bons résultats sur l'envie de fumer. Voilà. Mais pour moi, et je vous l'ai mis en vert, au-delà de tout ça, le jeûne, c'est se donner les moyens. Jeûner 7 jours, c'est se donner les moyens de vraiment se lancer de façon durable dans une nouvelle hygiène de vie conforme à nos besoins. Alors, je conclurai par, là aussi, des chiffres. Hein. Ce n'est pas moi qui les ai établis. Ça a été établi par les cliniques Boehringer. Donc, 3 mois de régime. On estime que 3 mois, une semaine de jeûne, c'est 3 semaines de monodiète, 3 mois de régime pour avoir, pas forcément en termes de poids, parce qu'en termes de poids, 3 mois de régime, vous perdrez peut-être plus de 5 kilos, mais en termes de détoxination. Voilà. Donc, voilà, voilà. Et puis, je voulais terminer sur cette image d'un groupe de mes jeûneuses. Là, il n'y avait que des femmes dans ce groupe. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a une majorité de femmes. Et c'est devant Chambord, qui est à côté de la maison. Et j'adore cette image parce que ça rappelle que jeûner, voilà, c'est pas, on n'est pas dans sa chambre tout seul. À regarder le plafond et à se dire mon Dieu, mais comment le temps va passer. Voilà. D'autant que je ne vous ai pas, je termine là-dessus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans un centre de jeûne qui s'inspire de la méthode Boehringer, si le matin, la matinée est consacrée à 3 heures de randonnée quotidienne, l'après-midi est normalement consacré au massage, aux ateliers avec des thérapeutes et donc au sauna, au jacuzzi dans les centres qui en sont équipés, ce qui est le cas chez nous. Enfin bref, l'après-midi, les gens ils sont en peignoir, ils sont en cocooning, on s'occupe d'eux et je vous assure que ça passe très vite. Voilà. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé, hein, mais comme avec Frédéric, on s'était dit que les questions seraient après. Je serais ravie de répondre à vos questions. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, vous me les posez, vous débranchez, vous réouvrez vos micros. Intervenir? Oui. Je m'appelle Chantal. Bonjour Chantal. Merci pour votre intervention. J'aimerais savoir quel aliment privilégier pour la monodiète, s'il vous plaît. Oui. Alors, la monodiète, donc c'est un seul aliment, hein, c'est le principe. Oui. On essaye de prendre des aliments selon les saisons. Alors, à l'automne, vous allez prendre des pommes. L'hiver, vous allez faire une monodiète de pommes. Mais en hiver aussi, vous pouvez prendre aussi des pommes. Si vous êtes quelqu'un de très frileux, vous pouvez faire une monodiète de riz chez vous. C'est très bon, Du riz complet? Du riz semi-complet. C'est considéré comme un aliment extrêmement énergisant et réchauffant. Et les monodiètes de riz donnent de très bons résultats sur les organismes qui ont beaucoup d'acides, qui sont acidifiés. Donc, les gens qui ont des rhumatismes, les gens qui ont des douleurs articulaires, le riz, ce sera très bien. Il y a des gens qui font des monodiètes de légumes. Hein. Il y a des gens qui font des monodiètes de céleri. Moi, j'en suis incapable. Manger pendant une semaine du céleri, c'est… Mais il n'y a pas que les monodiètes pendant le jeûne. Les monodiètes pour une journée, là, ça vaut. Si vous aimez le céleri, ça vaut le coup. Il y a des gens qui font des monodiètes de fenouil. Je ne vous conseille pas les monodiètes de fraises, faites attention parce que la fraise est un aliment assez allergène et ce ne serait pas très malin de se choper un urticaire suite à une indigestion de fraises. Mais par contre, il y a des fruits qui sont moins allergènes comme les framboises. Vous pouvez vous faire,
vous pouvez vous faire, selon les saisons, vous prenez les fruits et puis vous vous faites ce fruit toute la journée. J'ai oublié un qui est essentiel, c'est le raisin. Oui. Très important. La cure de raisin, elle est extraordinaire. Elle est considérée comme la meilleure cure en monodiète. Et elle, vraiment, avec la pomme, ça fait partie des monodiètes qu'on peut vraiment faire pendant plusieurs jours, sans problème, vraiment sans problème. Et vous savez, moi, je le vois à mon centre, hein, enfin, dans le centre, les gens qui font de la monodiète, je ne les mets qu'à la pomme. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pomme, le matin, je peux leur faire en jus. À midi, je leur fais cuite au four avec de la cannelle. Et le soir, je leur fais en compote. Donc, elles sont contentes. Elles ont l'impression d'avoir 3 aliments en un. Bon, en fait, c'est toujours de la pomme. Mais ce que je vois, c'est que vraiment, ces monodiètes, les gens arrivent parfaitement à les faire pendant une semaine. C'est absolument incroyable. Alors, bon, moi, je vous parle en centre, hein, où on fait de la randonnée, où on est coucouné, etc. C'est vrai. Mais en tout cas, ça n'est pas du tout un problème et on n'est pas faible du tout quand on fait de la monodiète. Et on se nettoie, vraiment. Moins qu'en jeûne, mais on se nettoie. Voilà. Alors, une dernière question, toujours concernant la monodiète. Si on adopte la pomme, Oui. est-ce que c'est la pomme pendant 7 jours ou alors Oui. chaque jour on peut changer d'aliment? Non, non, c'est important. Quand on fait une monodiète d'un jour, que ce soit d'un jour ou d'une semaine ou de 3 jours, vous établissez la durée que vous voulez, vous tenez toujours au même aliment. Même aliment, d'accord. Oui, parce que l'idée, c'est d'économiser toute notre capital enzymatique et de mettre au repos le plus possible notre système digestif. Et en ne prenant qu'un seul aliment, on a l'assurance d'avoir une digestion très rapide. Vous comprenez? D'accord. Puisque je vous rappelle, hein, le but de la monodiète comme du jeûne, ou du jeûne intermittent, c'est d'apporter un repos digestif à notre organisme pour qu'il ait le temps de se nettoyer, de se réparer, ce qu'aujourd'hui, il n'a plus le temps de faire, puisqu'on considère qu'aujourd'hui, en 2022, les scientifiques estiment que chez certaines personnes, il y a 30%, plus de 30% de l'énergie qui est consacrée exclusivement à la digestion. Ce qui n'est pas du tout normal. On devrait être à moins de 10%. Que pensez-vous de l'ananas? Alors, j'allais vous en parler. Vous pouvez faire une monodiète d'ananas, absolument. Après, l'ananas est un fruit qui est assez sucré. Et puis, il faut que vous fassiez attention à une chose avec l'ananas, il faut vraiment enlever le cœur. Parce que la fibre, sinon, elle va donner du travail. Alors, c'est bon les fibres, mais elle va donner du travail à vos intestins et ce n'est pas le but recherché dans la monodiète. Ça, c'est important de s'en souvenir. Hein. D'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. Quand on fait une monodiète de plusieurs jours, oui. Est-ce qu'il faut faire une descente alimentaire et une reprise alimentaire? Tout à fait. Vous êtes Françoise, c'est ça? Non, je suis Marie. Ah, vous êtes Marie. Ok, ben, je ne sais pas pourquoi ça indique. J'habite pas oui, très loin de Marie. chez vous. Très bien. Très bien. Chez moi en Sologne? Je suis à Vendôme. Oui, bah oui, oui. J'ai reconnu Chambord. Ah oui, bah voilà. Moi, je suis à côté de Courcheverny et de Chambord. Alors, oui, pour répondre à votre question, c'est une question importante. Là aussi, quand on fait une monodiète de plusieurs jours, on fait une descente alimentaire, absolument, et on respecte une reprise alimentaire. Tout à fait. Merci. Et je répète, hein, que ce soit dans la reprise, ce qui est essentiel, c'est qu'on recommence toujours avec des légumes et des oméga 3 et des oméga 9, c'est-à-dire de l'huile d'olive, et tout ça bio, évidemment. Ah oui, bah oui, enfin, ça, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, hein, c'est tout ça, tous ces légumes et ces fruits doivent être bio. Voilà. Quelqu'un m'a posé une question. Jeûne et cancer, est-ce compatible? Moi, je réponds non. Non. Je vous dis tout de suite non. Mais je sais qu'il y a des centres qui acceptent. Moi, je n'accepte pas quelqu'un qui a un cancer, qui est en cours de traitement. Mais il n'empêche que le jeûne est excellent
est excellent pour les personnes qui sont en chimio. On s'est aperçu, d'ailleurs, je vous conseille de voir le film L'art de jeûner une nouvelle thérapie de Thierry de l'Estrade, qui est un docu qui était passé sur Arte. Donc, Jeûner une nouvelle thérapie de Thierry de l'Estrade, qui est passé il y a quelques années sur Arte, qui a largement contribué à relancer le jeûne en France, qui était très, très mal vu, malheureusement. Il le dit bien dans son docu. Le jeûne est extraordinaire, donne des résultats extraordinaires sur la chimio, mais ça n'est pas notre boulot à nous qui ne sommes pas médecins d'accueillir des gens qui ont des cancers. Vraiment, si quelqu'un a un cancer et qui veut jeûner, il doit aller dans les cliniques Boehringer où il y a des médecins. Voilà. Et il y a aujourd'hui, d'ailleurs, en France, quelques centres qui se sont ouverts tenus par des médecins. Au moins, normalement, ils n'ont pas le droit d'accepter non plus, hein, mais au moins, ils sont médecins. En tout cas, moi, je ne suis pas médecin, je suis naturopathe et je ne prendrai jamais cette responsabilité. Alors, il y a quelqu'un qui m'écrit « Je suis addict du sucre, quoi faire ?» Alors, moi, chère madame, je ne sais pas si c'est une dame, Gaëlle, oui, je vous dirais que quand on est addict au sucre, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller voir un naturopathe qui fera, à travers toute une anamnèse, tout un questionnement de votre hygiène de vie, de votre façon de vivre et de vous alimenter, qui établira avec vous les causes de ces addictions au sucre. Vous savez que le sucre, il peut être souvent dû à Candida albicans, donc un déséquilibre du microbiote. Et voilà, donc il y a tout un travail à faire et à mettre en place en plus de l'hygiène de vie pour combattre Candida albicans. Et quand on est, puisque votre question est relative aux jeunes, quand on a des addictions comme celle-ci, je vous l'ai dit, le jeûne donne de très bons résultats. Voilà, et vous ne prenez pas pendant votre jeûne, il n'y a pas de traitement particulier à faire pour l'addiction au sucre. Il faut respecter la descente. Et voilà, il y a la magie du jeûne qui opère, je vous assure qu'on y arrive. Beaucoup de gens qui vont en jeûne ont des addictions, dont celle au sucre. Voilà. Il y a quelqu'un aussi qui me posait la question, je fais défiler. Je fais défiler. Oui, il y a quelqu'un qui me demandait quel type d'eau boire. Ça, c'est une question qui est importante aussi. Parce que l'eau, elle fait complètement partie de la détox. Alors, là encore, nous, au centre, à Détox en Sologne, j'ai mis un système comme beaucoup de centres. Donc, c'est une grosse fontaine comme ça, Berquet. C'est une grosse fontaine qui filtre l'eau. Je ne vous cacherai pas qu'avec mon mari, on a fait une vraie étude de marché, hein. On a cherché pendant des mois. C'était pendant le Covid, donc on avait le temps. On a vraiment cherché ce qui nous semblait le mieux, voilà, et qui reste raisonnable en termes de prix, et puis qui ait une capacité suffisante, parce qu'en jeûne, les gens boivent beaucoup d'eau. Il ne faut pas boire que des tisanes en jeûne. Il faut vraiment boire beaucoup d'eau. Les tisanes, je vous l'ai dit, hein, c'est une parenthèse, mais les tisanes, elles sont là pour stimuler vos émonctoires, notamment le foie qui travaille énormément. Elles sont là pour réguler des petits désagréments liés au passage en cétose. Voilà. Mais l'essentiel, c'est boire de l'eau et pas trop fraîche. Donc, il faut prendre de l'eau filtrée. Voilà. Donc, soit vous avez un filtre... Comment ? Non, je disais, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Je sais oui. qu'il faut boire de l'eau à la température du corps pour pas que le... Alors, température du corps, 37, bon, c'est chaud. Mais en Ouais, tout mais... cas, pas de l'eau froide, glacée, certainement pas. Non, non, Non. tout à fait. Tout à fait. Mais c'est très important qu'elle soit filtrée, hein, cette eau. Vraiment, on fait ça pour se détoxiner. Ce n'est pas pour ramener avec l'eau trop de toxines. Voilà. Je regarde si... Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Oui, bonsoir Monique. J'ai une question sur le lien éventuel entre le jeûne et le zona. J'ai jeûné avec ma belle-fille et chaque fois qu'elle jeûne, elle déclenche un zona. Je, Ça m'interpelle, mais Alors, ouais, pourquoi? Alors, parce ce qui est probable, c'est que si vous voulez, quand on est en jeûne, je vous l'ai dit, le jeûne, on se détoxine. Les toxines, elles sortent de partout. Elles sortent par les poumons, elles sortent non pas par le foie, enfin le foie les traite, elles sortent par les reins, les reins travaillent énormément, la peau travaille énormément, et ce zona est probablement l'expression d'une remontée de toxines par la peau, via l'émonctoire peau. d'accord. Ce qui serait intéressant, c'est qu'elle aille un peu plus loin. Ce zona, c'est suite à des jeûnes de 7 jours, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et elle en a déjà fait plusieurs, des jeûnes? Euh, 3, c'est le Trois. troisième, ouais. Et à Ouais. chaque fois, elle a ça. Et à chaque fois, oui. Oui, oui. Ah ouais. Mais parce que ça veut dire que son émonctoire peau est très important, est un canal essentiel pour faire sortir les toxines chez elle. Et en dehors de ça, elle a des crises de zona? Non, jamais, justement. La première fois, on n'a pas compris ce qui se passait. Ouais. Effectivement, j'ai pensé, même si chez moi, ça me donne plutôt une belle peau, mais j'ai pensé que Ah, mais elle, oui. ça, ça sortait par la peau et non pas par la transpiration, par le nez qui coule. Mais bon, la troisième fois, je me suis dit peut-être que c'est dangereux, peut-être qu'il faut arrêter. Non, 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 non. Non, c'est pas dangereux. Son zona, ce qu'il y a, c'est que c'est dommage parce que c'est très désagréable pour elle. Et vous parliez d'ailleurs de belle peau. C'est pas parce qu'elle a un zona que sur le reste de la peau va pas être très belle, hein. Parce que de toutes les façons, après un jeûne, on a une peau magnifique, magnifique. Mais on peut avoir un zona dans le dos. Elle l'a où, son zona? Dans C'est le dans le dos, dos. oui. Ouais, c'est Bon, ça. ça la démange, Mais oui, ça bien l'empêche de sûr. dormir. Oui. Oui, oui, non, mais c'est. Alors après, quand elle a. Si vous voulez, en fait, c'est ce qu'on appelle en naturopathie, on appelle ça c'est le mouvement centripète vers l'extérieur des déchets. Il y a le mouvement centrifuge, pardon, il y a le mouvement centripète et il y a le mouvement centrifuge. C'est très important qu'il y ait l'expression de ce mouvement centrifuge des déchets qui sortent. Donc, parce que la plupart du temps, les déchets, ils vont au contraire vers l'intérieur. Le jeûne, c'est l'inverse. Par exemple, il y a des gens qui, pendant le jeûne, peuvent avoir même parfois des éruptions cutanées les premiers jours. Mais après, ils auront une peau magnifique, vraiment. Mais tout ça, il faut bien qu'ils sortent tous ces déchets. Vous comprenez? Mm. Ce qui serait intéressant, si je puis me permettre, c'est que cette personne voit comment, le reste de l'année, comment réformer son hygiène de vie pour qu'elle trouve l'hygiène de vie qui va lui permettre, et sa gestion du stress, parce que ça va ensemble, qui vont lui permettre de ne plus avoir de zona. Et en fait, le jour où elle jeûnera, où elle aura plus de zona, ce sera probablement le signe qu'elle aura accumulé, elle aura trouvé une hygiène de vie qui lui correspond et qui fait elle accumulera moins de toxines le reste de l'année. Vous comprenez? Oui, oui. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que je lui conseillerais de faire. Mais il ne faut pas qu'elle s'arrête là. Vous savez, un symptôme, pour nous, les naturopathes, c'est vraiment les symptômes, ils racontent quelque chose. Notre corps nous dit, avec chaque symptôme, notre corps nous raconte quelque chose. Là, son zona raconte quelque chose de son état qui ressort pendant le jeûne. Mais ça peut être aussi lié au stress, hein. Oui, c'est ce que j'ai Peut-être, pensé. Ouais. il y Oui. a peut-être des choses, vous savez, pendant le jeûne, il y a beaucoup d'émotions. Parfois, il y a il y a des chagrins, il y a des souvenirs qui remontent, il y a parfois de la colère.
Et ces émotions, elles vont se focaliser sur une partie du corps. On peut avoir très mal dans le dos d'un seul coup. Et puis, voilà, si vous êtes bien accompagné pendant votre jeûne, eh ben, vous allez découvrir que ce mal de dos, il vous fait penser à quelque chose de très précis et à une émotion, à quelque chose qui s'est passé. Mais vraiment, il se passe un nombre c'est incroyable comme le corps raconte. Donc, c'est important pendant le jeûne d'être à l'écoute de ce corps et d'accepter, d'écouter ce qu'il raconte et d'accepter ce qu'il nous dit. Donc là, visiblement, ce zona, il raconte quelque chose aussi sur de l'émotionnel, c'est certain. Voilà. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vais revenir sur la monodiète, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. C'est Chantal. Vous parliez tout à l'heure, nous avons pris l'exemple de la pomme qui pouvait être consommée de différentes façons. Et vous avez parlé de la pomme au four, par exemple, avec de la cannelle. Est-ce que cela voudrait dire que sur l'aliment choisi pour la monodiète, on peut y ajouter des épices, des aromates ou autre chose? Oui, madame, tout à fait. Vous pouvez rajouter des épices, de la cannelle, du curcuma, du gingembre, absolument. Ça, vous pouvez. OK. Vous pouvez. Merci. Dès lors que ces épices sont en poudre, là, ne mettez pas des gros morceaux de gingembre, non, hein, pour les mêmes raisons que le cœur de l'ananas. Oui. Pour les fibres. OK. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Alors là, il y a une question qui est intéressante aussi de Gaëlle, c'est sur la perte des muscles. Sur un jeûne de 7 jours, on ne perd pas ses muscles. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Parce qu'on marche tous les jours, 3 heures par jour. Et que donc, on informe son corps que cette masse musculaire, elle est essentielle au quotidien. Donc, et sur 7 jours, l'énergie va être cherchée dans les tissus graisseux. En revanche, ce qui est vrai, il y a des gens qui, bien sûr, ont expérimenté des jeûnes beaucoup plus longs, de plus de 30 jours, 21 jours souvent. Je vous le déconseille parce que ce n'est pas pour tout le monde et c'est dans des contextes bien particuliers. Mais moi, j'en ai croisé pas mal, des gens qui font des jeûnes de 21 jours et plus. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, autour de 30 jours, oui, la masse musculaire, elle va commencer à diminuer. Mais nous, on n'en est pas, on n'est absolument pas dans cette optique-là sur le jeûne de 7 jours. Absolument pas. Pour ma part, je peux vous faire part de ma petite expérience. Moi, j'ai fait comme tous les gens qui ont un centre de jeûne. Ça faisait partie de ma formation. J'ai fait un jeûne de 15 jours. Donc, je ne vous raconte pas, quand j'ai raconté ça à mes enfants, que j'allais faire un jeûne de 15 jours, ils faisaient tous sacrément la tête. Et moi, j'étais confiante parce que, voilà, donc je l'ai fait. Et ça s'est extrêmement bien passé et j'ai absolument perdu aucun muscle. Je marchais tous les jours, je suis revenue, je pétais le feu, j'ai repris mes cours de yoga comme d'habitude, ma rando, voilà. Voilà. Bon, bah, écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'on a… Non, ça va? Bon, ben, j'espère que que j'ai été suffisamment claire pour apporter des précisions, les questions que vous pouviez vous poser. Voilà, si jamais vous en avez d'autres, écoutez, vous pouvez toujours vous mettre vos questions sur mon site, je pourrais vous répondre. Mais voilà, je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour de la question et j'espère surtout que ça vous donnera envie de vous lancer un jour. Parce que c'est vraiment une expérience magnifique. Voilà. Écoute. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Au revoir.